Nous sommes le 16 mai 1991 et une rencontre très importante est alors organisée à Moscou entre le ministre des Affaires étrangères soviétique Alexander Besmertnik et son homologue chinois Xian Xichen. De cette rencontre va alors naître un accord mettant enfin un terme à des disputes frontalières qui se sont passées courant de l'année 1969, entre mars et septembre. Accords qui seront d'ailleurs réaffirmés lors de la création de la Fédération de Russie en décembre 1991. Ces conflits, bien que méconnus en Europe, ont eu un écho particulièrement important en URSS et en Chine, le pic de ces incidents étant en 1969, où la guerre entre les deux géants paraissait alors inévitable et où, comme en 1962, le monde tremblera devant une potentielle guerre nucléaire. Je vais donc vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une des disputes frontalières les plus importantes entre la Russie et la Chine. Les relations entre Chinois et Russes ont toujours été tendues, pour des raisons majoritairement territoriales d'ailleurs. En effet, dès le XVIIe siècle, des tensions entre les deux empires se font déjà voir dans la région de l'Amour pour la conquête de celle-ci. L'Amour est une petite région aujourd'hui russe, frontalière avec la Chine, qui était à l'époque un territoire relativement sauvage et que les dynasties chinoises vont, par période, occuper. On estime alors à l'époque sa population à quelques dizaines de milliers de personnes et la faiblesse progressive des dynasties chinoises ont permis une relative indépendance. Cependant, dans les années 1630, la nouvelle dynastie chinoise des Qing, qui est alors dans une phase d'expansion importante et qui aimerait prendre le trône impérial, se retrouve à reconquérir l'Amour et établir à nouveau un protectorat sur la région. C'était sans compter sur les Russes, qui à la même période et en pleine colonisation de la Sibérie, vont se retrouver au même endroit, au même moment. Et quand ces deux puissances vont se rencontrer, ça va nous donner un conflit qui va durer presque sans interruption jusqu'en 1687 au moins. Conflit particulièrement violent, avec des sièges ponctués de cas de cannibalisme, de massacres de masse et d'assassinats. Le conflit est une victoire russe qui leur permet de s'implanter peu à peu dans la région. Victoire qui sera répétée 200 ans plus tard, pendant les guerres de l'opium. J'aimerais bien vous parler des guerres de l'opium, mais c'est un sujet très vaste qui mériterait une vidéo à lui tout seul. Pour résumer, la très célèbre Compagnie des Indes orientales, qui gère l'importation de tout un tas de marchandises, notamment précieuses, vers l'Angleterre, se retrouve au milieu du 19e siècle dans une situation économique tendue et est forcée d'emprunter de l'argent pour financer les importations. Ça devient un sérieux problème quand les Anglais vont découvrir le thé, qui est alors produit uniquement en Chine, et vont devenir sérieusement accros. La compagnie ne peut alors plus s'endetter pour financer l'importation du thé et doit trouver un moyen pour retrouver de l'argent. Coup de chance, l'Empire Qing est alors gangréné au même moment par une explosion de la consommation d'opium parmi sa population. Les Anglais, aidés des Russes, des Français et des Américains, vont flairer le bon filon et s'engager dans une importation illégale d'opium pour devenir rentable. Les Chinois vont s'en rendre compte et vont alors faire saisir les équipages et la cargaison de certains navires vendant de l'opium. Les Européens ont donc le casus belli parfait pour pouvoir attaquer, et 2 guerres plus tard et des milliers de morts, la Chine abandonne, offrant des concessions énormes à toutes les puissances, dont la Russie, qui récupère les régions bordant les villes de Vladivostok et de Belogorsk. J'aimerais bien vous parler de tout un tas d'autres événements importants entre la Chine et la Russie, mais la vidéo va déjà être assez longue. Alors faisons plutôt un saut jusqu'au 1er octobre 1949. Cette date, c'est la proclamation de la République populaire de Chine, faite par Mao Tse-tung à Pékin. En décembre, le gouvernement de Chiang Kai-shek fuit la Chine continentale pour s'installer sur l'île de Taïwan et proclamer à son tour la création de la République de Chine. C'est donc au terme d'une guerre civile débutée dans les années 20 que le leader du plus gros parti communiste chinois, Mao Tse-tung, aidé par l'URSS, installe son régime communiste dans toute la Chine. Par conséquent, les relations entre les deux géants communistes sont donc courtois et les soviétiques vont signer avec les Chinois de nombreux accords et vont aussi fournir et entraîner en partie la nouvelle armée rouge chinoise.
Mao sait très bien que la Chine va avoir besoin de temps pour se stabiliser économiquement et politiquement, et même s'il n'est pas très chaud d'être à la botte de l'URSS, il signe quand même en 1950 avec Staline un traité qui offre à la Chine des aides financières, des concessions d'infrastructures russes aux Chinois et l'aide de différents conseillers soviétiques pour gérer au mieux le pays. Lors de la mort de Staline, c'est Nikita Khrouchtchev qui devient le nouveau leader. Il rejette en bloc le stalinisme et entreprend pendant sa gouvernance une déstalinisation du pays, changeant radicalement de direction. Mao voit ça d'un très mauvais œil et décide de se détacher de plus en plus des soviétiques. Si en 1960 un apaisement est pressenti, il est cependant balayé par le congrès annuel communiste de 1961 où les soviétiques et les chinois vont clairement s'opposer, et c'est en 1962, pendant la crise des missiles de Cuba, que Mao va vivement critiquer la position de Khrouchtchev et son retrait, et que la rupture est définitivement actée entre les deux grandes puissances. Toutes les années 60 vont être ponctuées d'attaques verbales des deux camps, jusqu'au pic de la crise en 1969. L'année 1969 va donc être marquée par plusieurs incidents territoriaux entre l'URSS et la Chine, dont le plus important sur l'île Zhenbao. Cependant, j'ai quelques petites informations à préciser là-dessus. Pour cette partie de la vidéo, j'utilise comme source principale les documents déclassifiés de la CIA sur le sujet, le rapport de Michael Gerson The Sino-Soviet Border Conflict et le rapport de Dmitry Ryabushkin New Document on the Sino-Soviet Border Clashes of 1969. Les deux documents, et surtout celui de Ryabushkin, sont extrêmement qualitatifs et si vous voulez plus de détails sur le sujet, n'hésitez pas à aller les consulter. On peut donc maintenant s'attaquer au sujet de la vidéo, l'incident de l'île Zhenbao. L'île Zhenbao, c'est une petite île située au milieu de la rivière Ussuri en Union soviétique. La rivière se place idéalement en frontière naturelle, mais les Chinois critiquent l'occupation soviétique de l'île au prétexte qu'elle est la leur. Et donc, quand les tensions entre les deux nations vont s'accentuer, les deux puissances vont venir y amasser des troupes. Nous sommes donc le 1er mars au soir, quand un groupe de 300 militaires chinois infiltre l'île Zhenbao, y creuse des trous et s'y cache en attendant le lendemain. Le 2 mars à 11h, un autre groupe de Chinois paraissant non armés apparaît sur le lac gelé et est interpellé par les gardes frontières soviétiques qui vont leur demander de partir. Les Chinois refusent et déclenchent alors leurs embuscades, tuant de nombreux Russes. Au bout de 2 heures de combat, les Chinois battent en retraite. Pendant les semaines qui vont suivre, les deux camps vont amasser chars, hommes et avions près de l'île et le 15 mars, un nouvel affrontement éclate. Ici, c'est plus dur d'y voir le fautif. Certains pointent l'URSS, quand d'autres, comme la CIA, pointent la Chine. Ce qui est sûr, c'est que celui-là implique plus d'hommes et de matériel que le premier, puisque les Chinois réunissent près de 2000 hommes, tandis que les Soviétiques, eux, rassemblent 10 000 obus, 50 véhicules blindés et chars et 39 avions. Puisque cette chaîne parle aussi d'équipement militaire, sachez que l'incident de Zhenbao, c'est aussi la première utilisation du T-62 au combat, et celle du lance-roquette BM-21, évolution des fameux lanceurs surnommés Katyusha de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'anecdote, un T-62 sera capturé par les Chinois et il est aujourd'hui exposé au musée militaire de la Révolution du peuple chinois de Pékin. L'affrontement du 15 mars est plus violent avec des barrages d'artillerie russes et un engagement au combat des chars soviétiques faisant encore monter la tension. Pendant l'été, les relations entre les deux puissances communistes sont au plus mal, renforcées par d'autres combats qui tuent plusieurs dizaines de Russes et de Chinois à la frontière dans le Xinjiang. Et règne alors la même ambiance que lors de la crise des missiles de Cuba, l'URSS comme la Chine se préparent à la guerre. Une lettre parue dans un des rapports de la CIA nous précise d'ailleurs que les soviétiques amassent armes, hommes et véhicules pour lancer un assaut sur les Chinois, leurs armes nucléaires étant même prêtes à faire feu sur les installations atomiques et infrastructures de transport chinoises. Tandis que les Chinois, eux, préviennent leur population d'une guerre éventuelle. Ironiquement, d'ailleurs, cette crise survient au même moment que la création du TNP, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Les États-Unis vont quant à eux observer la situation. La position des Américains reste plutôt ambiguë. Si au début du conflit ils sont plutôt neutres, vers l'été leur position change pour adopter, en cas de conflit, un soutien derrière la Chine, qu'ils affirmeront d'ailleurs plus tard avec la visite du président Nixon en 1972.
Les soviétiques tenteront d'ailleurs de se les mettre dans la poche en utilisant comme prétexte que la Chine risque de devenir une grande puissance nucléaire et militaire et que si elle détruit l'URSS, plus rien ne l'arrêtera pour détruire les USA. Pendant toute la moitié 1969 jusqu'au début de l'année 1970, les Chinois vont être persuadés qu'une attaque soviétique est imminente. Cependant, il n'en est rien, les tensions vont avec le temps retomber, permettant aux deux puissances à nouveau une entente. Et la signature de multiples traités pour enfin définir les frontières définitives vont permettre des relations positives entre la Chine et la Russie. Encore aujourd'hui, le cas de 1969 est étudié avec celui de la crise des missiles de Cuba et d'autres, comme des événements qui ont, à leur échelle, failli provoquer une guerre nucléaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu, et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, c'est le meilleur des soutiens et c'est gratuit. Si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, tant que vous restez courtois. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Пролегла между нами.